Notre invité aujourd'hui occupe l'un des bureaux les plus convoités de la République. Sans doute parce que Georges Clemenceau, Nicolas Sarkozy ou Manuel Valls s'y sont assis avant lui. Peut-être aussi parce qu'il est situé géographiquement le plus près du chef de l'État. Leurs deux bureaux sont éloignés de 150 mètres à vol d'oiseau. Un bureau convoité surtout parce que passent entre ses mains tous les dossiers secrets de la République et parce qu'il fait de son occupant un quasi-général à la tête d'une armée de plus de 200 000 policiers et gendarmes. Ce bureau, c'est celui de Bernard Cazeneuve. Monsieur le ministre de l'Intérieur, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, dans votre bureau. Bienvenue. Merci. Alors, on va parler un peu justement de votre lieu de travail, ce bureau que j'avais déjà vu avec vos prédécesseurs. Finalement, vous n'avez pas changé grand-chose, à commencer évidemment par le bureau de Cambacérès lui-même. Pourquoi vous n'avez pas voulu imprimer votre marque dans ce lieu? Je n'ai rien touché à ce bureau pour des raisons tout simplement qui tiennent au fait que nous sommes les détenteurs éphémères d'une légitimité qui va bien au-delà de ce que nous sommes. Et par conséquent, ne rien changer, c'est témoigner du fait qu'on est moins important que la fonction qu'on occupe. Alors quand même, il y a quand même quelques objets qui vous appartiennent et qui vous ressemblent ici. Alors justement, une affiche qui m'a un peu intrigué avec un De Gaulle aux multiples visages. Alors vous êtes plutôt De Gaulle ou Mitterrand finalement? Mais je suis De Gaulle pour la refondation de la République et je suis Mitterrand pour l'engagement à gauche. Le général De Gaulle a redonné à la République des institutions qui lui ont donné de la force et de la stabilité. Et par ailleurs, il y avait chez le général De Gaulle une conception de l'exercice de l'État, une distance par rapport à lui-même, qui est là aussi une source d'inspiration. Quant à François Mitterrand, je n'aurais jamais fait de politique s'il n'y avait pas eu François Mitterrand. Il a compté pour moi parce que je l'ai vu lorsque j'étais enfant. Mon père était un responsable du Parti socialiste dans son département. J'ai vu à plusieurs reprises François Mitterrand et la force de son discours, son sens de la rhétorique, sa conception de la politique, jusqu'à l'esthétisme parfois, m'a beaucoup inspiré aussi. Donc ces deux fidélités ne sont pas incompatibles. Alors encore une figure, j'ai envie de dire de la France, cette fois-ci, derrière vous, Jean Moulin, une statue, je crois, inaugurée il n'y a pas très longtemps en gare de Nancy. Pourquoi l'avoir mise ici? Parce que ce ministère est aussi, lorsque la République est en cause, est en jeu, qu'on veut l'atteindre, le ministère de la Résistance et le ministère de la Résilience. On l'a vu au mois de janvier dernier. Et Jean Moulin est de ce point de vue-là une très belle figure républicaine. Et il témoigne d'un engagement dans le courage jusqu'au sacrifice. Et il y a peu de figures républicaines qui ont cette dimension symbolique. Donc il a toute sa place ici. Et ça, effectivement, c'est moi qui l'ai mis. Et je l'emporterai. Alors encore une question sur vos valeurs. On croise parfois dans le ministère ou sur les corniches des chats, dont l'une s'appelle Rosa, comme Rosa Luxembourg, je crois. Oui. Alors Rosa, pourquoi prendre le nom d'une révolutionnaire marxiste allemande et pacifiste? Ce chat m'a été offert lorsque j'ai gagné les élections en 2007 par des militants socialistes et notamment par une militante très féministe. Donc j'ai donné à ce chat un prénom qui faisait plaisir à la personne qui me l'a offert. En même temps, Rosa Luxembourg n'est pas la plus vilaine des figures de la gauche, au contraire. Elle a témoigné d'un engagement, d'une force, d'une détermination, de conviction qui correspondent aussi à ce qui doit prévaloir en politique. Avant de revenir à l'actualité, encore une touche personnelle, je vois qu'il y a une chaîne pour écouter la musique. Vous écoutez la musique en travaillant, et qu'est-ce que vous écoutez dans ce cas-là? J'écoute essentiellement du Bach quand je travaille. Parce que Bach, c'est mathématique, c'est assez mélodique et c'est totalement profond. Donc ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous avez à faire, sans rien perdre de la musique et sans rien perdre de ce que vous lisez. Mathématiques, méthodiques, ça vous ressemble beaucoup. On voit vos dossiers, ils sont très très bien classés. Quelquefois, on peut dire, est-ce que finalement, il ne manque pas de créativité? Est-ce que pour faire face aux problèmes de la France aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas peut-être innover? Mais moi, j'ai jamais confondu la créativité et le désordre. J'ai vu de grands créateurs qui avaient de la méthode et de la rigueur. Maintenant, si pour être créatif, il faut être désordonné, brouillon et inconséquent, je préfère laisser le soin à d'autres de l'être à ma place.
Alors, Créativité, méthode, ça va très bien ensemble. vous allez, Je vous j'imagine, assure. le démontrer dans vos fonctions. Est-ce que c'est justement c'est votre plus belle mission ici à l'intérieur? Vous avez été au budget, vous avez été maire aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent dans vos fonctions précédentes ou est-ce que... Dans la fonction de maire, beaucoup de choses, parce que j'ai une passion de ma ville de Cherbourg. Passion profonde avec des relations qui sont nouées avec les habitants, d'ailleurs de toute sensibilité, qui sont des relations indestructibles. Moi, je ne fais pas de la politique pour aller de l'autre côté de la rue. C'est-à-dire l'Élysée, évidemment. Non, je suis là pour 150 assumer. mètres à vol d'oiseau. Je suis là pour assumer ma fonction, essayer de bien l'assumer. Et par conséquent, avec sincérité, avec liberté, je crois qu'il est très important de rester libre, de ne rien devoir à personne, de ne rien souhaiter pour la suite qui puisse obérer la liberté dont on a besoin pour agir avec force. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma ville. Ce mandat de maire me manque beaucoup. Et ce qui me plaît dans ce ministère de l'Intérieur, c'est que j'y retrouve la dimension humaine que j'ai tant aimée lorsque j'étais élu local. Notamment, j'imagine, avec les forces de l'ordre, on voit beaucoup de symboles. Hein. Une photo de vous avec le GIGN, il y a un casque de pompier que j'imagine on vous a offert. Vous essayez de créer cette relation particulière avec finalement vos équipes. J'ai dit tout à l'heure plus de 200 000 policiers et gendarmes. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Il faut bien comprendre quelle est la nature de la relation qui peut se nouer entre un ministre de l'Intérieur et ses équipes. Les pompiers, les policiers, les gendarmes, tous les jours s'exposent au péril de leur vie pour sauver la vie des autres ou les protéger. Et bien ça suscite chez moi une immense considération. J'imagine que un profond respect et en même temps une grande exigence, parce que je ne peux pas accepter qu'il y ait au sein de la police, de la gendarmerie, des gens qui dérogent on pense à ce qu'est la évidemment mission. de la police judiciaire. Ces affaires sont en cours et moi je n'ai pas commenté des affaires en cours ni appuyé sur la tête de ceux qui font l'objet d'investigations parce que la justice doit aller à son terme et elle doit pouvoir rétablir la réalité des faits et faire passer le droit. J'imagine que quand les Français ont applaudi spontanément dans les manifestations du 11 janvier, les policiers et les CRS, vous vous êtes dit qu'on était justement à ce point de réconciliation. Il ne peut pas y avoir de République dont le cœur batte fortement autour des valeurs de la République s'il n'y a pas une grande confiance entre les forces de sécurité qui défendent l'état de droit, qui ne peuvent intervenir qu'en vertu des valeurs de l'état de droit, et la population. Par conséquent, cette proximité, cette réconciliation, cette confiance considérable entre les forces de l'ordre et les Français, c'était mon objectif, et je souhaite qu'aussi longtemps que je serai dans cette responsabilité, cela demeure. Encore deux photos dans ce bureau, évidemment, la photo du chef de l'État. Le président, est-ce que vous le considérez comme un ami? Est-ce que vous êtes proche de lui aujourd'hui? C'est à lui qu'il faut poser la question. Ce n'est pas au ministre de s'autoproclamer proche du chef de l'État. Moi, j'essaie de faire ce que je dois faire pour que le quinquennat soit une réussite. Est-ce que vous avez une affection particulière? Est-ce que les événements dont vous avez parlé ont changé le lien qui vous unit à lui? C'est pas incompatible avec la fonction. Le lien qui m'unit à lui date de 1989. Donc les événements qui se sont récemment produits n'ont pas contribué à altérer ce lien, je vous le confirme. Mais les liens personnels appartiennent à l'intimité d'une vie. Le Premier ministre, Manuel Valls, on voit une photo où vous le félicitez après son discours qui avait fait suite au tragique attentat de janvier. Vous n'étiez pas forcément son candidat, a-t-on dit, quand vous avez été nommé à l'intérieur. Depuis, vous avez là aussi noué une relation différente? Vous savez, on dit beaucoup de choses qui sont fausses. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Nous avons une relation fraternelle au sens presque étymologique du terme et ça nous aide beaucoup. Et être ministre de l'Intérieur quand il y a des relations de confiance très anciennes avec le président de la République et des relations fraternelles avec le Premier ministre, ça aide à pouvoir faire des choses. Alors vous êtes ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes. Évidemment, j'ai envie de dire, on n'a pas vu de symbole du religieux et j'imagine que laïcité oblige. En même temps, il y a le sujet de l'islam de France aujourd'hui qui est posé. Comment on peut faire pour aider l'islam de France à mieux s'intégrer dans la République? Parce que parfois, les musulmans ont l'impression que la République doute de leur capacité à s'intégrer totalement. D'abord, il faut dire aux musulmans de France des choses claires, que nous ne confondons pas le dévoiement de la religion par une poignée de barbares assoiffés de haine et de violence avec ce qu'est l'islam de France, qui est un islam de paix, respectueux des valeurs de la République. Il faut les aider à former mieux leurs imams. Vous croyez que c'est le rôle de la République? Ensuite, quand on s'intéresse à la religion musulmane, quand on s'intéresse au contenu du Coran
lui-même, on se rend compte du décalage qui existe entre l'interprétation que certains en font pour des raisons politiques, pour des raisons d'ignorance, pour des raisons qui tiennent à l'obscurantisme, et ce que le Coran est par essence. Et je ferai d'ailleurs des propositions prochainement, comme l'a indiqué le président de la République à l'occasion de sa conférence de presse, pour aider à l'expression de cet islam de France, qui est un islam de paix et de tolérance. Autre sujet d'actualité, vous étiez lundi à Marseille en plein règlement de compte entre bandes rivales liées au trafic de drogue. Dans le gouvernement, il y a eu des Verts. Les Verts qui continuent, par exemple, de demander la légalisation, la dépénalisation de certaines drogues. Vous pensez, vous, que ça serait une solution? Moi, je ne suis pas favorable à la dépénalisation, je l'ai déjà dit, et je le redis à votre antenne. Mais pour en revenir à Marseille, nous avons obtenu des résultats à Marseille très significatifs depuis 2 ans. Pourquoi ? Ça tombait mal, en fait, que le jour où vous vous y rendiez, oui, il y ait ce règlement de compte. Je reprends ce proverbe chinois, quand le sage montre la lune, certains observateurs regardent de doigt. Il aurait été préférable de regarder les résultats. Notre objectif, c'est de finir par éradiquer ces filières, et nous y parviendrons parce que nous y mettons les moyens, parce qu'il y a des résultats et parce que nous sommes déterminés. Une question nous pose souvent police-justice. On sait que les Français ont une perception notamment de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, comme étant plus permissive. En tout cas, il y a un débat sur la récidive notamment. Je sais que vos collègues m'ont dit que vous parliez en créole avec Christiane Taubira. Est-ce que vous auriez un message à lui adresser en créole? Vous inquiétez pas? Non, je ne le ferai pas parce que... Vous le faites en privé? Absolument. Enfin, si toutefois je le fais. Mais... Ce sont vos collègues qui me l'ont dit. Oui. Mais... Vous parlez un peu le créole? Je ne parle à la télévision que des langues que je maîtrise absolument. C'est une manière de respect. Mais les policiers eux-mêmes parfois disent que la justice ne les suit pas, ne les aide pas. Non, mais les policiers ont un problème. Défait leur travail. Non, mais les policiers ont un problème réel, c'est la lourdeur des procédures. Et parfois, à l'occasion d'une procédure, se trouve défait en quelques minutes un travail de mois et de mois d'investigation pour mettre hors d'état de nuire tel ou tel délinquant. Donc moi je suis très favorable à ce que par ordonnance on puisse alléger un certain nombre de procédures sans remettre en cause les droits de la défense et sans détricoter bien entendu le droit pénal qui n'a pas vocation à être détricoté de ce bureau. Alors vous l'évoquiez au début de cet entretien, le caractère éphémère de votre mission. Un jour vous ferez vos cartons, comme tous les ministres avant vous. Qu'est-ce que vous voudrez avoir laissé? Quelle empreinte, quelle marque? Vous vous direz j'ai bien fait mon travail, à quelles conditions? Puis j'aurais aimé dans une société fracturée, où il y a beaucoup de conflits, où il y a beaucoup de petites haines, où il y a beaucoup d'irrespect, j'aurais aimé contribuer à réconcilier les Français avec eux-mêmes, avec la notion de respect. C'est une belle notion que la notion de respect, le respect qu'on doit à ses parents, que les parents doivent aux enfants, que l'instituteur doit aux élèves, que les élèves doivent à l'instituteur, que les citoyens doivent aux valeurs de la République. Le respect, c'est une excellente porte d'entrée vers le vivre ensemble. Et vos cartons, vous ne savez pas encore où vous les porterez? Ah si, je les porterai dans un appartement sympathique où je vivrai en famille et où je reprendrai mon activité professionnelle d'avocat. Voilà. Donc il y a une vie après la vie ministérielle. Vous savez, moi, il y a deux catégories d'hommes politiques. Ceux qui sont obsédés par le pouvoir et ceux qui préfèrent le bonheur et qui peuvent trouver d'ailleurs le bonheur dans l'exercice du pouvoir. J'appartiens à la deuxième catégorie. Je préfère le bonheur au pouvoir.